Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Alors, on va améliorer un tout petit peu le cadrage peut-être. Dans le sens où on va peut-être se décaler. C'est moi qui vais me rapprocher, je pense. Ou c'est moi qui vais m'éloigner. Voilà, regarde. On peut même faire les autotamponneuses. Voilà. Bon, bien, donc, bien re-bienvenue sur le flux principal en compagnie de Yvan Ouest-Laurence. Bon, Bonjour. voilà. Alors, Yvan, c'est pas n'importe qui dans le monde des conventions, et c'est pas n'importe qui dans le monde de l'animation en France non plus, et c'est pas n'importe qui dans le monde de la maquette. Bref, c'est quelqu'un de vachement important. Alors, il nous vient directement de la nuit au max qui avait donc lieu hier soir, c'est ça ? Voilà, tout à fait, une nuit blanche consacrée à 3 films de Miyazaki, dont l'avant-première du Vent se lève, qui supposait être le dernier film du grand maître Hayao Miyazaki. Mais peut-être pas a priori. Il nous fait le coup tout le temps, et il nous avait déjà sorti ça en 93 à Annecy pour Porco Rosso, que c'était son dernier, il voulait prendre sa retraite, qu'il était fatigué. Bon, voilà. Bref, il ménage toujours ses effets, il ne s'engage jamais sur quelque chose qu'il pourrait ne pas tenir. Faut le voir comme ça, peut-être. Mais bon, voilà, je me méfie un petit peu du bonhomme. Reste que la soirée était consacrée donc à Miyazaki. Les nuits au max, c'est au Max Linder. C'est des nuits thématiques pour vraiment pas cher, 15 € la nuit pour 3 films. Café offert entre les séances, animation. Une putain d'ambiance aussi. Une très très belle ambiance. Et puis, comme j'ai trouvé le projet très sympathique, depuis quelque temps, je propose mes services pour aller voir mes amis éditeurs pour proposer des lots à faire gagner lors des animations entre les séances par exemple. D'accord. Voilà, et puis quand je peux, j'aide à la bonne tenue de la soirée, à ma modeste manière, en étant présent. D'accord. Et là en plus tu es venu accompagner, tu nous as ramené une personne et une team de marque qui ont un talent fou. Voilà, donc Makoto qui est donc un expert en full scratch, c'est ça ? Voilà, c'est un membre d'un forum, de différents forums, mais notamment de Hobby Forever, et qui est un maquettiste accompli et qui a la belle qualité d'expérimenter de nouvelles méthodes pour arriver à ses fins. Et je lui ai demandé d'amener notamment des maquettes qu'il a fait tout seul autour de Stargate Atlantis. Au départ, il voulait faire juste le Puddle Jumper, qui est l'espèce de petite navette qu'on voit dans la série. Et ça lui a pas suffi, il a fait aussi la Stargate. Et dans les deux cas, avec des détails de folie, et au 1,72, donc c'est à peine grand comme ça, et la Stargate s'allume pour de vrai. Il y a un système électronique, il y a tout ce qu'il faut, et il a fait tout ça de A à Z tout seul. Moi, ce que je te propose, c'est d'abord de présenter le livre que tu as sorti, dont on va pouvoir parler. Puis après, on lui proposera de nous rejoindre pour montrer son travail aussi, parce que je pense que ça mérite quand même que tout le monde le voie. Je l'ai vu, c'est absolument fabuleux. Voilà, il y a des gens qui ont des talents absolument monstrueux. Et il en fait partie. Il faudra aussi que vous rejoigniez le flux maquette plus tard, parce que vous pourrez passer une session à sa compagnie, et son travail est absolument magnifique aussi. Donc Yvan, du côté de la maquette, toi tu es un expert pour réussir à monter une maquette à partir de rien du tout. Ou pas grand-chose. Voilà, donc qu'est-ce que ce gobelet t'inspire facilement par exemple ? Là, on pourrait y voir une cuillère de fusée, on pourrait y voir une capsule Apollo, on peut y voir beaucoup de choses en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les objets du quotidien sont parfois des formes géométriques de base, et que ces formes géométriques peuvent être utilisées pour former des formes plus complexes. Et si possible des engins, peut-être même des créatures. On peut trouver sur le net assez facilement, je pense, des sculptures qui sont faites entièrement en couvert plastique et qui représentent des chevaux en furie, en mouvement, et c'est absolument fantastique. Ça sort des murs, voilà, on peut créer des choses absolument magnifique avec ce genre de produits de base. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement de continuer à faire mes maquettes en plastique de base achetées dans le commerce, c'était de pouvoir réaliser des objets qu'on voit dans des séries ou des films, mais à partir d'objets du quotidien et de récupération. Comme je dis souvent, pauvreté est mère d'inventivité. Et il se trouve que quand on a peu de moyens mais beaucoup d'idées, on prend ce qu'on a autour de soi et parfois on essaye de se fabriquer des petits objets
sympathique. Je le faisais déjà quand j'étais plus jeune, notamment avec les jouets que je ne pouvais pas avoir. Je me fabriquais des jouets de Star Wars avec du bois, du papier. J'avais que 11-12 ans, mais voilà, cette logique-là est dans ma tête depuis très longtemps. Donc il n'y a rien de très particulier, de très compliqué. En fait, il faut juste éviter de penser que ceci est un gobelet. C'est ça. Et je vais éviter de le retourner parce qu'il y a un liquide dedans. Donc voilà. Si ce n'est pas un gobelet actuellement, c'est quand même un conteneur. Donc, moi, ce que j'ai envie d'inviter tout le monde ensuite à venir vraiment découvrir ce que tu fais avec les maquettes. Tu as ramené de quoi présenter ensuite? Malheureusement non, parce que je viens de loin. J'habite désormais dans le sud de la France et transporter tout cela aurait été un peu compliqué, sachant que j'étais chargé d'amener des choses au Max Linder pour la nuit au Max. J'ai amené des maquettes normales pour faire des démonstrations de montage normal. J'aimerais vous dire que je peux les monter en direct là dans une petite heure. Malheureusement, l'imbécile que je suis a oublié le sac où j'avais mis les outils. Mais je vais me débrouiller, justement. Je pense qu'avec tes acolytes, tu devrais réussir à trouver un petit peu de matériel. Mieux, je vais déranger certaines de nos amis ici qui ont peut-être des sets de pédicure ou de maquillage avec coupe-ongles, lime à ongles et ce genre de choses. Et je vous prouverai justement qu'il est possible de monter, de faire des maquettes avec du matériel qu'on peut trouver dans sa salle de bain ou près de personnes qui sont autour de soi. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Là aussi, il suffit d'oublier qu'un coupe-ongle est un coupe-ongle pour s'en servir de ciseaux. Voilà, exactement. Parfait. Donc c'est un discours quand même que je tiens à faire remarquer. On entend de manière régulière chez les intervenants des Geek Ferries, c'est quand on a peu de moyens, ça ne nous empêche pas de pouvoir laisser s'exprimer notre créativité. Et donc dans la catégorie peu de moyens et créativité et l'envie de le partager, on peut quand même, il serait peut-être temps de passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le livre qui est là. C'est que Yvan, lui, il était là au tout début des conventions manga, c'est-à-dire que la Japan Expo n'a pas toujours fait 280 000 entrées et Internet n'a pas toujours été le cœur pour pouvoir échanger l'information. Alors si on est bien content qu'Internet existe maintenant pour le faire, avant il y avait quand même des personnes qui se préoccupaient de pouvoir réussir à faire circuler l'information le mieux possible et la plus spécialisée possible, parce que le but n'est pas d'être ignorant juste par inaccessibilité. Mais par contre, quand on sait quelque chose, le partager c'est mieux. C'est ainsi que tu as créé un des premiers fanzines français qui est devenu quelque chose d'importance. Oui, j'ai fondé un magazine désormais bien connu qui s'appelle Animeland. Et avec des amis, on s'est lancé dans cette aventure tout simplement parce que non seulement il n'y avait rien, mais surtout on nous a un peu provoqué, alors qu'on proposait notre aide à un fanzine qui allait naître dans une association très respectable qui s'appelait Les Pieds dans le Paf, qui défendait les droits des téléspectateurs et qui voulait que je les aide à fournir des informations et un dossier très touffu sur l'animation japonaise qui en 1990 battait déjà son plein avec non seulement la 5 mais aussi le Club Dorothée. On avait déjà quantité de choses qui apparaissaient à la télévision et qui faisaient déjà très très peur à des Ségolène Royal, à d'autres. Encore une tripotée de satanistes qui égorgent des poulets dans des caves. Exactement. Et le problème, c'est que comme il fallait faire un travail correct et bien renseigné, j'ai réuni autour de moi une équipe d'amis qui eux-mêmes ont amené des amis qui étaient pourtant capables de fournir le dossier en question dans les délais impartis et de le faire avec de la qualité sans pour autant passer par des professionnels de la médiatisation, des journalistes avérés, etc., qui de toute façon ne connaissaient pas le sujet. Le problème, c'est que le rédacteur en chef de ce fanzine naissant a très mal pris le fait que je lui amène une équipe toute faite, je ne sais toujours pas pourquoi, nous a traité de tous les noms, nous a justement insulté avec les mêmes mots et la même, comment dirais-je, agressivité qui était commune à l'époque envers nous, fans d'animation, notamment d'animation japonaise, à savoir qu'on était des crétins, qu'on était forcément un peu débiles dans la tête de regarder des dessins animés à notre âge. J'avais 20 ans à l'époque et qu'il fallait qu'en gros on rentre chez sa maman manger la petite soupe, quoi.
Et le gars est parti en claquant la porte, littéralement. Et on est resté comme deux ronds de flanc, et plutôt que de reclaquer la porte de notre côté, on était tous ensemble avec la bonne volonté de faire des choses bien. Et au lieu de faire le dossier pour ce fanzine qui devait s'appeler Téléfiction, le dossier en question est devenu le numéro 1 d'Animeland en à peine 2 semaines. C'est-à-dire qu'à partir du coup de colère et à partir de l'édition du numéro 1 d'Animeland, il s'est écoulé 2 semaines. Donc Animeland est né sur un coup de colère, et l'aventure ne s'est absolument pas faite parce que, comment dirais-je, on avait senti le vent venir, ou on voulait en faire un métier. Au départ, on n'a rien fait de tout cela, et c'est ce que j'explique dans Big Bang Anime. C'est une histoire de passion, de volonté de partage, Exactement. et ce n'était pas parce que quelqu'un a empêché que ça ait lieu qu'il fallait se priver d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est surtout qu'au départ, on devait juste être un élément d'engrenage préexistant, et on le faisait bien volontiers et bien évidemment de manière bénévole, quoi. Donc c'est un peu pousser mémé dans les orties que de dire voilà, en fait, vous êtes des imbéciles, et puis on se fiche un peu de vos avis et de vos informations. Mais du coup, le premier numéro sorti en 2 semaines s'est vendu en quelques jours. 500 exemplaires d'un fanzine qui vient à peine de naître et qui se vend comme ça, c'était du jamais vu. Surtout qu'à l'époque, là aussi, je rappelle, les conventions, c'est pas des dizaines de milliers de personnes forcément qui se rassemblent. Il n'y en avait pas, surtout en 91. Voilà, il n'y a pas l'accès. S'il n'y a pas l'accès si de toute façon il n'y a pas l'accès au contenu, c'est déjà être spécialisé que d'y avoir de s'être renseigné sur les contenus qui dépassent uniquement ce qui pouvait être accessible de base. Et après, réussir à avoir l'information qu'il y a des rassemblements et s'y rendre, ça fait un nombre d'étapes conséquentes avant d'arriver. Voilà, donc 500 exemplaires d'un fanzine, même de nos jours pour un stand qui commence, c'est énorme, c'est de toute façon énorme. Donc de toute façon, c'est simple. Un fanzine ne peut fonctionner de cette manière-là que de 2 manières. Soit en ayant une communauté de fans pour le travail d'un artiste ou d'une personne qui a participé, qui est importante, soit parce qu'il y a un réel besoin et que le travail est de qualité et qu'il comble ce besoin, qui permet enfin à tout le monde de trouver un élément de repère pour pouvoir se rassembler par rapport à ça. Et donc c'est ce qui est devenu Animeland. C'est surtout que effectivement, Animeland est devenu fédérateur, non seulement au sein de son équipe, mais au sein de son lectorat. C'est-à-dire que les gens se sont reconnus en nous. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils étaient maltraités par leur entourage, par leur famille, par leurs camarades de classe, que sais-je. Mais le truc, c'est ce que j'explique aussi dans Big Bang Anime, c'est que ça participe aussi d'une logique au niveau, comment dirais-je, de la façon de vivre cette passion. L'Animeland n'aurait pas eu ce succès si je n'avais pas connu les boutiques où je les ai déposés. Parce que c'était pas un stand dans une convention que je l'ai vendu. C'était dans des boutiques et c'était déposé. Donc forcément des gens à qui je donnais toute confiance, qui eux-mêmes ont aussi pris des pages de pub pour un numéro 1 de fanzine inconnu. Oui. Ils ont pris des pages de pub qui m'ont permis de me rembourser l'argent que j'ai mis dans l'impression, parce que ça n'a jamais été photocopié, ça a été imprimé. Ça aussi, c'était un cas particulier. C'est suffisamment, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du fanzinat, c'est suffisamment important pour être un fait notable. Voilà. Et donc, du coup, j'explique dans le livre aussi ce qui s'est passé avant et qui m'a mené à connaître ces boutiques, à m'y faire respecter, à m'y faire connaître bien avant qu'Animeland existe. Je me suis fait avec Animeland, mais j'ai fait Animeland aussi. Enfin, c'est assez compliqué, mais voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu t'es mis corps et âme dans ce projet et t'y as insufflé tout ce que tu avais à ta disposition pour le faire fonctionner, pour que ça fonctionne, pour que le partage ait lieu. Et ce qui était important, c'est que j'étais pas seul. Voilà. Il y avait énormément de personnes qui étaient autour, certaines sont restées, certaines sont parties, mais toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, je tenais à leur rendre hommage et à rappeler que les choses ne sont pas faites toutes seules, ce ne sont pas faites non plus par la volonté des Japonais. C'est trop souvent ce qu'on entend actuellement. En 2013-2014, les jeunes croient, j'allais dire sottement, naïvement, que le développement de l'animation japonaise ou du manga est de la seule volonté des Japonais qui ont fait ça depuis chez eux, tranquille, et qui ont décidé que tout d'un coup ça marcherait en Europe ou en France, puis
que tout se fait là-bas. C'est faux, c'est totalement faux. Non seulement tout s'est développé en France de la part de la volonté de Français qui ont découvert les œuvres japonaises, soit par le biais d'autres pays, notamment les premiers mangas, c'était par les Américains, avec Akira, Appleseed, des trucs qui venaient de Viz Comics, de Dark Horse, etc. Tous ces trucs-là venaient d'abord des États-Unis. Il faut attendre 1993, avec notamment Dragon Ball chez Glénat, pour avoir des choses qui sont négociées directement au Japon par des Français, et traduites par des Français, et adaptées par des Français. Tout ça, ça a été fait sur le tas. Ça s'est développé petit à petit, et ce travail, cette évolution est rarement, très très rarement, mis à jour, même par les maisons d'édition elles-mêmes, qui ont tendance à faire croire que un tel de la boîte, au hasard Glénat, a mis les pieds au Japon, a vu les jolis mangas, a trouvé ça sympa, et puis a ramené les mangas du Japon. C'est faux, faux et archi faux. Et en plus, ça ne rend pas hommage à ceux qui ont vraiment fait tout le boulot. Et ça m'a toujours énervé. D'autant que pour l'arrivée du manga en France, la négociation avec les éditeurs, c'est pas faite en un jour non plus, parce que entre autres, on a eu l'hérésie des débuts qui consistait à traduire non seulement le manga, mais aussi à inverser le sens des cellules, des cases, etc., pour que le sens de lecture soit occidental et plus dans son sens de lecture d'origine. Ce qui était tout simplement une hérésie par rapport à une œuvre. Un manga reste une œuvre malgré tout. C'était la logique même américaine qui faisait qu'il faisait aussi des adaptations de manga, non seulement avec les planches retournées, mais aussi dans le format comics. Et pourquoi on a eu Akira en couleur au départ, c'est parce que ça venait des États-Unis qui considéraient qu'il fallait que ce soit aussi en couleur. Mais pour autant, c'était pas, selon moi, une hérésie, puisque les planches couleurs d'Akira, par exemple, étaient faites avec les Japonais. C'était les trames d'origine d'Akira qui étaient colorisées pour pouvoir permettre à la planche d'apparaître en couleur. Il y a eu un vrai travail, là où la traduction, l'inversion des planches, etc., est un travail qui, chez les meilleurs éditeurs, se faisait au moins de manière automatisée, autant chez d'autres on trouve régulièrement. J'aime beaucoup regarder les anciens mangas qui datent des débuts, etc., dans les bouquineries, etc., qui sont là, et des fois on tombe sur des livres, on dit mais comment est-ce qu'on a pu imaginer que ça c'était un travail propre. Voilà. Mais en même temps, tout ça a participé au fait que le manga devienne quelque chose qui fasse partie du fond commun culturel, et qui fait que pour qu'un fond de culture s'installe, il faut le bon comme le mauvais. Les débuts de Tonkam, c'était quand même pas fameux, mais ils ont participé à l'évolution d'un marché qui n'a rien à voir avec le succès de l'animation japonaise en France par le biais des télévisions. Avec Video Girl Live, par exemple, ça n'a rien à voir avec un succès à la télévision. Akira, chez Glénat, ça n'a rien à voir avec un succès à la télévision. C'est quelque chose qui s'est développé en parallèle, qui participe aussi d'un graphisme et d'une narration particulière qu'on a hérité des dessins animés japonais qu'on a vus dans les années 70-80, certes, mais le marché manga qui débute vraiment avec Akira en France en 1990 s'est développé en parallèle et ensuite totalement de manière indépendante, ce qui permet maintenant de découvrir des titres, presque comme au Japon, et avec en plus presque le phénomène naturel qui est de dire un manga à succès devient un dessin animé à succès, éventuellement un jeu vidéo, un film, etc. Mais avant c'était dans le désordre ou de manière totalement, illogique. Par rapport à ces étapes-là, moi je recommande quand même très chaudement la série Bakuman, le manga qui a été fait donc par les auteurs de Death Note, qui en fait est quasiment, est une autobiographie romancée de leur histoire quasiment, qui montre, alors forcément ça passe par l'éditeur en lui-même, qui montre, mais bon, malgré tout ça montre le schéma, le système, comment ça se passe, quelle est la relation entre les auteurs, l'éditeur, le rôle du public, aussi l'information que parfois certaines séries, même très connues, s'arrêtent ou débutent uniquement sur les votes d'une poignée de personnes qui prennent le temps de voter, etc. Ce qui fait que par rapport au fonctionnement occidental, c'est très particulier. Une série à succès peut s'arrêter en 5 chapitres juste parce que y avait 50 personnes qui n'ont pas pris le temps de renvoyer leur formulaire. Exactement, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils travaillent là-dessus, et c'est pas le seul manga qui explique
les choses de manière directe ou indirecte. On peut se rappeler peut-être de Family Compo, de Tsukasa Ojo, qui sous couvert de montrer une famille atypique où la femme ressemble à un homme et l'homme ressemble à une femme, mais ont quand même un enfant. Bon, ça on s'en fiche. L'intérêt c'est que l'un des personnages est mangaka. On voit comment ça se passe dans son atelier. Il y a la relation avec l'éditeur, etc. Donc il y a des tas de mangas où on peut expliquer, montrer comment ça se passe. Et là par exemple j'en profite pour indiquer qu'il y a un film qui va sortir bientôt en France et en version originale sous-titrée, par un blog qui s'appelle Version originale sous-titrée, et qui est quand même le dernier film de Kurosawa et qui s'appelle Real, et qui parle d'un mangaka qui a essayé de se suicider et qui entre en contact avec la personne qui lui est chère dans sa vie par le biais d'une machine, et on découvre la vie de mangaka dans ce film de manière un petit peu fantastique, mais ça je pense que c'est une première aussi de montrer ça en film, mais le manga a quand même une place importante, bien évidemment au Japon, mais la façon dont c'est perçu en France est encore un peu naïve, un peu surfaite, et il y a nécessité selon moi de revenir dessus. Voilà, non seulement sur les méthodes actuelles et modernes, mais se pencher aussi sur le passé, et pas seulement au niveau du Japon, et montrer comment ça s'est déroulé en France et comment on en est arrivé à avoir entre 130 et 150 volumes parus par mois, tout éditeur confondu. Et un marché qui est toujours décrit comme étant en déclin depuis 2-3 ans et qui continue quand même vaillamment. Je dirais que le manga, depuis 2-3 ans, donc, avec le studio Affect, donc le studio organisateur des Geek Fairies, on fait les conventions depuis 2006. Donc par rapport à Yvan, on n'est pas forcément si ancien que ça dans le milieu. Par contre, par rapport à beaucoup de stands sur place, on commence à être un petit peu quand même des vieux de la vieille. Et c'est vrai que quand on a commencé les conventions manga, ce qui était extrêmement important, c'était la Japanimation, très clairement. C'était ça qui était le plus fédérateur, qui faisait que tout le monde se rassemblait. Or maintenant, le manga est quand même le manga, comme en tant que mot container dans la société, a été accepté. Là où jeu de rôle est encore mis de côté, etc., le manga présente tellement d'avantages, y compris économiques, vu la quantité de production de contenu pour tout ce qui est dessin animé, etc. Les productions sont quand même très heureuses de pouvoir piocher dans ce catalogue-là. Donc le manga en tant que mot container n'est plus forcément celui qui rassemble. Par contre, il y a toujours plus de personnes qui l'aiment et qui l'apprécient. Et c'est vrai qu'on a vu s'opérer une transformation de cette époque où effectivement c'est à ce moment-là que les gens demandent ça, demandent cette spécialisation, ces informations-là. Or nous, on a vu les conventions évoluer et en fait le public est toujours plus nombreux, sauf que ce sont des gens c'est de plus en plus tout le monde qui partage des morceaux de cette culture. C'est devenu transgénérationnel. Voilà. Et actuellement, le mouvement qui est représenté dans les conventions, et nous, dans une moindre mesure, c'est l'histoire du studio et aussi ressemble aussi à celle-là, c'est qu'on a été les premiers à débarquer en convention avec un livre geek au moment où le mot geek est encore plus péjoratif que no life ou nerd. Et il s'est passé la même chose, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, une communauté a besoin de trouver, non pas de se fixer sur quelqu'un ou quelque chose, il ne s'agit pas de célébrité, mais juste à un moment donné, ça monte sur l'ensemble, c'est-à-dire que chacun représente une parcelle de ces univers et de ces mondes qui montent d'un seul coup, mais quand les gens ont besoin de s'exprimer ou de partager une chose, ils vont finir par trouver le moyen de le faire. Et ce qui est fabuleux avec ton livre, c'est que justement ça retrace cette bulle du début jusqu'au moment où maintenant, actuellement, on est dans l'étape où ça y est, le combat d'origine est gagné. Le manga est rentré dans la culture. Il faut toujours le défendre, mais il est rentré dans la culture de manière autonome et respectée. Prends ton image de bulle, la bulle a éclaté. D'ailleurs, c'est le titre même du livre, hein, Big Bang Anime. C'est non seulement les débuts, c'est les débuts pas seulement d'un univers, mais de différents univers, de différents domaines. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai tenu à développer dans ce livre. C'est pas seulement autour de l'animation japonaise, c'est pas autour uniquement d'Animeland ou même du manga. C'est autour de tous ces univers qui, moi, m'intéressent. Je m'intéresse à
tous les univers, pour parler mathématicien, tous les univers du possible. Et les domaines de l'imaginaire, c'est mon univers à moi. Et c'est forcément plus large que l'animation japonaise ou le manga, qui est déjà très très vaste. C'est celui sur lequel tu as fait tes armes, mais c'est pas du tout le seul sujet que tu connaisses ou qui te passionne. Exactement. Faudrait pas que je te lance sur Star Trek, par exemple. Oh non. Oh non, malheureux. Mais mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tous les sujets de SF ou de fantastique m'intéressent. Quand j'étais plus jeune, j'étais un lecteur assidu de Mad Movies et Écran Fantastique, qui sont d'autres formidables aussi vecteurs de passion et d'information autour de cinéma de genre, comme ils l'appellent. En leur temps, on fait exactement le même travail sur le cinéma un petit peu parallèle, d'auteur, extrême, ou aussi avec peu de moyens, donc ce qui va être parfois qualifié de nanar, mais qui n'empêche, il y en a qui ont posé des bases qui sont absolument fabuleuses et qui servent aussi de référence pour une très large communauté. Je parlais par exemple de Trémor. Trémor qui fabuleux nanar, il faut dire ce qui est, mais qui pourtant a posé des bases sur un genre, sur un style qui est extrêmement important. 3 ou 4 films, même une série télévisée. La série télévisée porte malheureusement les traces des effets spéciaux des années 90, qui sont les seuls effets spéciaux à être impardonnables. C'est ces effets spéciaux de la tranche où ils sont passés de la maquette, qui rend de toute façon toujours aussi bien, même en HD, à la 3D brillante et marron. Voilà, celle-là sera toujours impardonnable. Mais du coup, c'est aussi intéressant parce que dans les deux passions que tu as citées là, on retrouve de toute façon ce que tu disais, c'est le monde de l'imaginaire et tous les imaginaires possibles, mais surtout c'est la manière de les rendre concrets aussi, que ce soit en parlant, en les partageant ou en les créant. Parce que quand tu crées une maquette à partir de rien à part potentiellement d'une idée que tu as eue, d'une forme ou autre, eh bien c'est ni plus ni moins qu'une création pour exprimer notre passion aussi. Tu vas te laisser aller à faire ce dont tu as envie, non pas juste parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, mais parce que tu veux exprimer quelque chose aussi par là. Lui donner forme, lui donner vie, tout simplement. Et ce que j'aime bien dans l'animation, c'est ça. D'ailleurs, si on prend le terme latin, anima, c'est l'âme. Et animation, c'est donner une âme, donner la vie, donner le mouvement à un objet qui n'en a pas. Voilà. Et quelque part, je suis animé d'une très grande passion. Donner forme, donner vie, donner un mouvement, même si je fais des maquettes statiques, c'est quelque chose de formidable, parce que finalement on rend crédible, effectivement, autrement que par le biais de l'image, au lieu du papier, du cinéma ou de la série télévisée. On rend vraiment crédible quelque chose qu'on ne voit qu'en 2 dimensions. Et c'est quelque chose que, par exemple, il y a énormément de monde qui ne se laisse pas aller à ses passions ou à exprimer ce qu'il aime, n'arrive pas à comprendre la passion pour les goodies, que nous, dans notre milieu, c'est omniprésent. Mais c'est qu'il faut comprendre qu'un goodies, ce n'est pas un objet. C'est une projection physique d'un univers dans lequel qu'on n'a pas envie non pas de quitter parce qu'on s'enferme, on se met des œillères, on va rester là. C'est un univers qui, dans notre construction à tous, représente quelque chose. Pour citer qu'un exemple, pour moi, la première série de Fullmetal Alchemist ou Firefly sont des séries qui, moi, je les ai vues à un âge qui m'a porté dans ma construction. Ce sont des pierres à l'édifice de comment je suis actuellement. Et il est hors de question pour moi de les renier ou de les oublier. Par contre, j'ai pas envie de vivre dans ces univers, mais ils représentent quelque chose pour moi. Et autant on pouvait, il y a quelques siècles, vivre avec le corps de chasse et le tableau de l'arrière-grand-père qui avait la propriété, et on garde son souvenir avec le tableau de la chasse à courre, etc. Ce qui pour moi désormais le comble du mauvais goût, mais ça, passons. Actuellement, le fait est que les codes sociaux et l'évolution de chacun ont changé et que certains repères comme les univers et les images auxquelles on fait référence ont besoin aussi de trouver quelque chose de concret. Et c'est cette place que les goodies prennent. C'est-à-dire qu'autour de soi, on n'est pas obligé de solliciter en permanence les univers qu'on apprécie pour pouvoir les côtoyer. Et c'est ce qu'on a développé au sein d'un magazine auquel j'ai collaboré pendant 9 ans, qui s'appelait 10e Planète, et dont je parle également dans Big Bang Anime. Je n'ai pas fait que fonder et diriger Animeland
pendant 15 ans. J'ai participé aussi en tant que simple rédacteur, mais relativement important quand même, au sein de 10e Planète, qui a été fondée par des personnes totalement différentes et d'univers, entre guillemets, totalement différents. Mais justement, c'était les goodies, les proders, comme ils appelaient ça, donc les produits dérivés qui les intéressaient, et les produits dérivés anciens, nouveaux, futurs. C'était très très intéressant. Je regrette que le magazine n'existe plus, parce que par le produit lui-même, il y a plein de choses à expliquer, il y a plein de choses à montrer. Et ça permet aussi de s'intéresser à la façon dont est fait, assez bizarrement, en vrai, les films ou les séries. Le produit dérivé, la maquette de Star Wars par exemple, la personne qui veut faire exactement comme dans le film va se pencher sur le modèle de tournage, qui lui-même est fait avec des morceaux de maquette de commerce. Et donc du coup, quelqu'un qui veut faire un truc identique va essayer de trouver la maquette d'origine qui a servi à faire les pièces pour pouvoir refaire exactement la même taille et le même truc. C'est un travail de recherche absolument terrifiant et fabuleux. Et fabuleux, mais voilà, c'est amusant, c'est-à-dire que ça rejoint à la fois quelque chose qui nous plaît et d'imaginaire, et d'un autre côté ça côtoie la réalité de production, de réalisation, de tournage, de choses qui nous invitent à aller dans des mondes fictifs. Donc c'est une collision de passion et de monde, le produit dérivé, mine de rien. Oui, de toute façon, toute la chaîne de production est importante. Ce qui fait qu'il y a des intervenants partout, et heureusement, même dans le professionnel, les gens qui aiment leur métier, ils l'aiment pour de vrai. Donc travailler sur une figurine d'un animé ou sur une maquette d'un film de SF, pour la personne qui s'occupe de concevoir une maquette, ça va rester la conception d'une maquette, c'est sa passion. Voilà. Donc du coup, après, l'échange se fait naturellement, d'étape en étape. Voilà, quels que soient les univers duquel on vienne, la passion de faire une chose, on trouve toujours quelque chose qui vient en commun. Parce que, ne serait-ce que parce qu'il y a de la passion quelque part. C'est le sens même de toutes les personnes qui sont rassemblées ici actuellement, et on fait des choses qui sont parfois complètement différentes les unes des autres, mais n'empêche qu'on a cette passion-là, et quand on a les moyens de l'exprimer, c'est le plus important. Moi, ce que je te propose, c'est que je vois qu'il est 12h48, il nous reste une douzaine de minutes. Je pense qu'il y aura 5 petites minutes supplémentaires de latence, le temps qu'ils puissent finir d'installer le matériel, si j'en crois les récents événements. Donc ce que je te propose, c'est que tu expliques où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, son prix, etc., où est-ce qu'on peut te rencontrer aussi, et je vais aller chercher ton ami pour qu'il puisse nous présenter le Puddle Jumper. Ok, voilà, je vous laisse en bonne compagnie. Et hop, c'est parti. Alors, Big Bang Anime, présent dans toutes les bonnes librairies, les Fnac, est publié par Omake Books, que vous connaissez peut-être pour avoir publié des livres surtout sur le jeu vidéo, mais aussi des livres comme No Life Story, qui parle bien évidemment de la chaîne No Life. Omake Books qui a accepté de publier donc ce projet qui a été formé fin de l'année dernière et qu'on a livré à la rentrée 2013, fin de l'année 2012 pardon. Et donc ce livre retrace quasiment 25 ans de passion, de rencontres, et est un prétexte pour moi de rendre hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai travaillé, sous forme d'un portrait, d'une interview un peu fleuve, et complété de ce qu'on appelait des annexes, c'est-à-dire différentes personnes qui sont intervenues pour parler aussi de leur expérience sur ces périodes-là. Donc du coup, c'est plus de 20 ans de convention, plus de 20 ans de la vie d'Animeland, 10e Planète, les rencontres avec différentes personnes que j'ai interviewées lors de festivals ou rencontrées pour la sortie de films. Enfin bref, c'est vraiment l'éclosion des différents phénomènes et des différents univers qui m'intéressent. Et je tenais vraiment, sincèrement, à rendre hommage non seulement à cette période, mais aux personnes qui l'ont forgé en France. Voilà. Donc Big Bang Anime, c'est ça, et c'est donc 20 € que vous pouvez commander sur le site de Omake Books, O-M-A-K-E,
boks.com, j'imagine, et vous pourrez le trouver, le commander directement. Voilà, donc sans tarder, je propose à Makoto de me rejoindre, de ne pas faire sa mauvaise tête, et on va essayer de présenter ça, peut-être en déplaçant un tantinet. On va déplacer la caméra. Alors, je pense que si je la mets comme ça, par exemple, pour qu'on ait vraiment une belle vue. Allez, regardez, là on tourne un film en direct, là je vous signale. Alors, épisode de Stargate Atlantis en direct. Voilà, tu peux y aller, normalement, il suffit de se stabiliser un petit peu et c'est bon, tu peux n'hésite pas à faire des gros plans. Alors, ce que vous voyez là n'existe qu'en taille réelle ou sur ordinateur dans la série Stargate Atlantis. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois, avec les modèles de tournage ou les modèles qu'on voit à la télévision, il y a toujours des petites différences en termes de proportions, en termes de détails, qui font que certains appellent, par exemple, des modèles de tournage miniatures, les modèles héros, ceux qui sont utilisés la plupart du temps, qui sont très détaillés, ou des modèles secondaires qui sont un peu moins détaillés et qui n'ont pas forcément exactement les mêmes formes. Pour Stargate, c'est assez récent, donc du coup l'utilisation de maquettes est devenue de plus en plus limitée. Utiliser pour la télévision des effets spéciaux numériques étaient beaucoup moins chers et beaucoup plus rapides, mais ça ne les a pas empêchés de créer notamment pour Stargate Atlantis une toute nouvelle porte qui n'a rien à voir avec la porte des étoiles de notre galaxie et celle utilisée par SG1. Ce qui est intéressant dans le projet de Makoto, c'est qu'il a réalisé tout d'abord le Puddle Jumper en s'aidant de quelques plans qu'il avait trouvés sur le net, a découvert qu'il manquait, si je me rappelle bien, quelques détails et que finalement c'était pas accurate pour parler anglais par rapport à ce qu'il avait pu voir dans la série. Donc là on a un autre aspect aussi important du maquettiste qui est de se renseigner, qui est de se documenter et de trouver des documents. Avec le net c'est entre guillemets relativement facile, mais ça nécessite aussi de passer sans doute des heures de visionnage de la série d'origine pour prendre tout simplement des images de référence. Voilà. À ça, j'ajouterais qu'en fait, le travail de tout passionné qui décide de faire une création à partir d'une œuvre originale est d'être complaisant avec l'auteur de cette œuvre, dans le sens où sur des séries où les productions s'étalent sur des fois une dizaine d'années, comme le cas de SG1 quasiment, ou sur des œuvres qui voient plusieurs auteurs se renseigner dessus et créer. Le travail de la personne qui fait quelque chose là-dessus est d'aider le créateur à rendre tout cela cohérent et à capter toutes les informations qui n'ont pas forcément par l'auteur lui-même été comprises ou des fois archivées. Pas toujours, mais ce qu'il y a de fabuleux avec Internet actuellement, c'est que par exemple, même moi je suis en contact avec des gens qui ont fait des trucs de malades dans Star Trek, par le biais de Facebook tout simplement, et par le hasard de ce réseau social, il est tout à fait envisageable de contacter une personne qui a vraiment travaillé sur l'objet qu'on veut éventuellement reproduire et d'avoir une réponse de la part de cette personne. Auparavant, trouver un email personnel était quand même un peu... C'est un peu comme si on téléphonait chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on lui dit « Bon, t'es gentil, tu m'envoies tout le travail que t'as fait pour une boîte privée, tu m'envoies tes 20 ans de documentation, c'est pour ma petite maquette à moi, quoi. » Donc il y a des cas un peu particuliers qu'on vit avec l'ère moderne qui permet quand même de faire des choses sympas. Mais Makoto va peut-être pouvoir nous raconter un petit peu ce qu'il en est, parce que au départ, si je me rappelle bien, tu avais fait le Puddle Jumper avec des éléments de récupération, morceaux de boîtier vidéo, peut-être même bouteilles, tu avais découpé des trucs comme ça, et puis au final, il t'est apparu entre guillemets plus simple de réaliser l'objet en résine et de découvrir les joies du full scratch au lieu de réaliser un objet en récupération. Explique un peu. Alors effectivement, on pourra voir ça en détail sur le flux numéro 5 tout à l'heure avec des exemples des bases qui m'ont servi à travailler. Au niveau de la recherche graphique, ça a surtout été des images de la série au départ, aussi d'une source d'images 3, des images 3D faites par des amateurs, mais qui étaient souvent malheureusement très approximatives.
Et en fait, au niveau des contacts que j'ai pu avoir, se sont faits via des échanges d'images sur des albums photos en ligne en fait de personnes qui sont allées visiter les studios carrément, notamment pour la Stargate. Les studios étaient visitables, on pouvait voir la Stargate grandeur nature, et quelqu'un avait fait des photos en HD, enfin dans des résolutions incroyables, qui m'a permis de reproduire vraiment des détails énormes dessus, et d'avoir des solides références. Après, pour le Jumper, j'en ai eu un petit peu moins, c'était assez galère, notamment par le fait que même dans la série elle-même, les modèles 3D qui sont utilisés sont jamais forcément identiques, et entre eux et sur le modèle de studio. Donc après, il y a des choix à faire. Il suffit qu'ils correspondent à l'idée qu'on s'en fait, et puis finalement on est content comme ça. Au niveau des matériaux, au début, c'est parti. En fait, la forme cylindrique biseautée, c'est fait à partir d'un tube de joints sanitaires, en fait. Des joints des joints qu'on utilise pour les salles de bain. Et puis dedans, il y a des boîtiers de cassettes vidéo, il y a de la plinte électrique, il y a du fil électrique aussi, etc. Enfin, tout un tas de choses, tout un tas de matériaux non homogènes qui malheureusement ne se collaient pas forcément très bien, ou sur lesquels la peinture n'accrochait pas correctement. Ça, c'est deux aspects assez importants, c'est l'utilisation des différents matériaux, et la difficulté de savoir ce qui va tenir et ce qui va remplir l'objectif de créer un objet homogène. Voilà, donc du coup, j'ai dû me résoudre à tenter des techniques de moulage, en fait. Moulage au silicone pour des tirages en résine, pour en faire des garage kits. le même genre de choses qu'on pouvait voir hier sur le film numéro 5 avec Choco. Et donc à partir de là, avoir une maquette en résine, on pouvait travailler très facilement avec les techniques de magnétisme habituelles. Donc préparation, ponçage et bavurage, et ensuite sous-couche, peinture, l'aérographe, etc. Pour pouvoir présenter ça sur un socle tranquillement. Bon, puis après, fort de cette expérience sur la Stargate, j'ai pu faire une structure en plastique creux et ilogé, des LED lumineuses bleues, reliées à un circuit électronique de ma conception, pour pouvoir allumer tout ça, et créer un chevron, et puis un motif de devant et les motifs de derrière, et les reproduire autant de fois que nécessaire, avec toujours les techniques de moulage au silicone, pour pouvoir après les disséminer sur mon cercle de plastique et obtenir une porte homogène, quoi. Alors tout ce qui manque, c'est le vortex, mais n'en demandez pas trop. Et encore, je t'avais évoqué la possibilité d'utiliser des feuilles plastiques qui sont utilisées dans le modélisme ferroviaire, parce que là aussi les univers s'interpénètrent, même dans le modélisme lui-même. On pourrait croire que ce qui est utilisé pour faire des trains ne serait pas utilisé pour la science-fiction, et c'est un tort, et c'est totalement faux, puisque ne serait-ce que pour faire des dioramas, c'est-à-dire des décors, on utilise très souvent du matériel qui est fait normalement pour l'univers du modélisme ferroviaire. Et ben là, on aurait très bien pu imaginer d'avoir l'horizon des événements, comme ils disent dans la série, au sein de la Stargate, une fois allumée, avec des feuilles plastiques un peu ondulées qui reproduisent parfaitement l'effet liquide à queue que l'on connaît bien autour des Stargates. Voilà. Mais c'est que des exemples parmi tant d'autres de l'ingéniosité et de l'inventivité dont il faut faire preuve pour arriver à ses fins en maquettisme, et que ce soit avec un modèle qu'on achète, j'allais dire presque tout fait dans le commerce, ou presque qu'on le fasse à partir de rien. Voilà, donc ça c'est un exemple excellent, et qui est parfaitement développé sur ton propre site, et qui participe d'ailleurs de ta propre philosophie de tout faire soi-même, puisque même ton serveur